Le 20 février 2023, nous apprenions le décès du mangaka Matsumoto Leiji, survenu à l'âge de 85 ans. Matsumoto n'était pas seulement le créateur d'un des premiers personnages qui a permis aux mangas et aux animés japonais de débarquer en France, je veux évidemment parler de Harlock, alias Albator, mais il a surtout créé tout un univers dans lequel ces personnages se croisent et se recroisent dans des contextes parfois très différents au fil de ses histoires. Qu'il s'agisse du Far West, de monde futuriste ou de space opéra, le style inimitable de Matsumoto Leiji a marqué de son empreinte le monde des mangas et de l'animation japonaise, au même titre que Tezuka Osamu ou Toriyama Akira. Je vais pas vous mentir, cette vidéo sera un peu particulière pour moi, car ce sera sûrement la plus personnelle jusqu'à maintenant. Vous devez vous en douter un peu, mais je fais partie de cette génération qui a connu l'arrivée des premiers animés japonais à la télévision. Albator a littéralement bercé mon enfance et j'en suis resté un grand fan. Pas seulement du personnage, mais aussi du message véhiculé par les différentes séries ou films dans lesquels il apparaît. Et c'est pourquoi, à travers ce personnage, mais aussi tous les autres, car Matsumoto Sensei ne se résume évidemment pas à Harlock, je tenais à lui rendre hommage. Alors bien sûr, les plus jeunes d'entre vous n'ont sans doute jamais lu ou vu une œuvre de Matsumoto Leiji, et si c'est pas déjà fait, vous êtes peut-être à deux doigts de zapper sur une autre vidéo ou une autre chaîne. Mais à votre place, j'attendrai un peu avant de faire ça. Car au final, le Leijiverse, comme on l'appelle, pourrait bien être pour vous aussi une découverte passionnante. Et si ça peut vous rassurer, tout ne date pas des années 70-80. L'œuvre de Matsumoto s'étale jusque dans les années 2010, et il n'est pas nécessaire d'avoir vu les anciennes séries pour apprécier son art. Alors si vous le voulez bien, laissez-moi vous emmener dans cet univers où se côtoient à la fois des pirates du 31e siècle, des femmes aux formes longilignes et même des dieux germaniques. Bienvenue dans ce numéro un peu spécial du Japon de Doc Japan. Décembre 1979, dans l'émission Récréa 2, diffusée sur la deuxième chaîne française Antenne 2, une jeune animatrice du nom de Dorothée annonçait l'arrivée prochaine d'une nouvelle série. Car au mois de janvier, nous allons vous présenter un nouveau feuilleton. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Albator. S'ensuivait alors une bande-annonce de 4 minutes expliquant le synopsis de cet animé qui allait devenir culte pour toute une génération, Albator. Et le 7 janvier 1980, il débarquait pour la première fois sur les écrans français. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Et derrière ce personnage énigmatique, borgne, au visage balafré, ce pirate de l'espace, se cachait un homme qui, depuis plus de 20 ans déjà, dessinait à l'autre bout du monde des bandes dessinées en noir et blanc. Ces mangas dont on ne connaîtrait, nous, l'existence que bien des années plus tard. Et j'étais loin de me douter alors que ce personnage qui me fascinait tellement quand j'étais enfant était en réalité né dans l'imagination de son auteur bien avant ma naissance, alors que lui-même n'avait que 13 ans en 1951. Car Harlock, son véritable nom en japonais, a parcouru toute la carrière de Matsumoto Leiji. Il apparaît en effet dans de nombreuses séries qui n'ont pas forcément de lien direct entre elles. Alors, pour cette vidéo hommage à Matsumoto Sensei, je vous propose qu'on commence par évoquer la vie et l'œuvre de celui-ci dans sa globalité, avant de nous intéresser plus spécifiquement à Harlock, l'attachement fort de la France à ce personnage, et enfin à tout l'univers étendu qui gravite autour de lui. Né le 25 janvier 1938 à Kurume, sur l'île de Kyushu, de son vrai nom Matsumoto Akira, la vocation du dessin lui vient très rapidement puisqu'il commence à dessiner à l'âge de 9 ans et réalise un premier manga à l'âge de 13 ans. Intitulé Boukenki, c'est-à-dire Chroniques aventureuses, celui-ci met en scène notamment un personnage du nom de Kingston. Un personnage qui n'a l'air de rien, mais qui n'est autre que l'ancêtre de Harlock, ou du moins c'est celui qui, retravaillé par Matsumoto, deviendra par la suite le pirate de l'espace que l'on connaît. Mais n'allons pas trop vite. Le premier véritable manga publié par Matsumoto date de 1953 et s'intitule Mitsubachi no Bouken, autrement dit les aventures d'une abeille.
L'auteur est alors âgé de 15 ans à peine, et ce manga lui permet à la fois de remporter un concours organisé par le magazine Manga Shonen, mais aussi d'être repéré par celui qui lui a d'une certaine manière donné l'envie de dessiner, le maître en personne, Tezuka Osamu. C'est ainsi que Matsumoto Akira devient non pas son assistant comme on peut le lire ici ou là, mais plutôt une aide ponctuelle pour celui-ci. Débuter sa carrière à 15 ans auprès d'un des plus grands mangaka de tous les temps, excusez du peu mais ça se pose là. 4 ans plus tard, en 1957, il part vivre à Tokyo et commence à dessiner des shoujo mangas. Oui, vous avez bien entendu, il a commencé sa carrière avec des mangas destinés aux jeunes filles. Et il en gardera d'ailleurs son style de dessin si reconnaissable dès lors qu'il dessinera des personnages féminins. Mais son premier gros succès arrive en 1960 et ce n'est pas un shoujo, mais un western. Un manga du nom de l'Arame Tokujo. Il va alors totalement changer d'orientation artistique et se lancer dans des récits de guerre, de science-fiction ou de western. Ce qui le conduit en 1965 à changer de nom, histoire de bien marquer la différence avec sa période shoujo. Il devient ainsi Matsumoto Leiji, un prénom qui peut se traduire par guerrier de l'infini. Arrive alors l'année 1969 et un manga du nom de Pilot 262 dans lequel il introduit un personnage nommé Walter von Harlock, pilote de l'armée allemande. C'est la première fois qu'apparaît le nom de Harlock dans un manga de Matsumoto, et il en fera son héros dès l'année suivante avec le manga Daikazoku Harlock, où celui-ci devient un pirate de l'espace. Ce n'est pas encore tout à fait le personnage que l'on connaît, mais les prémices sont là. Il pilote un vaisseau du nom de Death Shadow, qui deviendra récurrent par la suite, et avec un nom comme Phantomund Harlock, on devine à nouveau les origines allemandes du personnage. Ça peut sembler surprenant à certains d'entre vous si vous ne connaissez que la VF, car la censure est hélas passée par là dans les années 80, histoire de gommer toutes les références aux origines germaniques du personnage. Notamment dans le film L'Arcadia de ma jeunesse, dans lequel on retrouve moult références à ses premiers mangas. Mais on en reparlera plus loin dans la vidéo. Ce film, intitulé Wagaseishun no Arcadia en VO et bien connu en France, trouve cependant ses origines dans un manga paru en 1973. Matsumoto commence d'ailleurs déjà à jeter les bases de ce qu'on appellera plus tard le Leijiverse dans ses mangas parus à l'époque. Par exemple, le personnage de Toshiro, fidèle compagnon de Harlock, apparaît pour la première fois en 1972 dans le manga Gun Frontier, qui sera adapté en animé bien plus tard en 2002. Les années 70-80 sont effectivement les années les plus prolifiques de Matsumoto. Il enchaîne les histoires avec notamment le célèbre Space Battleship Yamato, sorti en 1974, The Cockpit en 1975, et la seule année 1977 voit la naissance de 3 séries qui deviendront ses plus gros succès, Galaxy Express 999, Queen Emeraldas, et bien sûr, Uchu Kaizoku Captain Harlock, la première grande saga mettant en scène son personnage fétiche. Le manga n'a été traduit en français que bien plus tard, évidemment, et il compte 5 volumes comme celui-ci. Et il commence à devenir un peu difficile à dénicher aussi. Au Japon, il existe aussi 7 éditions, en 3 volumes, parues en 1994. Alors cette série, c'est la première qui sera adaptée en animé en 1978, et qui deviendra celle que j'ai découvert moi quand j'étais enfant. On va en reparler tout à l'heure, et j'en profiterai pour vous parler des grosses différences entre la VO et la VF, parce que, croyez-moi, il y a des choses à dire là-dessus, alors c'est l'occasion de le faire. À compter du milieu des années 80, Matsumoto Leiji se fait moins présent sur le devant de la scène. Il reviendra cependant en 1992 avec ses personnages emblématiques dans un manga unique en son genre, puisqu'il est adapté d'un opéra. Matsumoto Sensei était un grand amateur de culture romantique allemande, et c'est ainsi que lui est venue l'idée d'adapter la tétralogie de Wagner, Der Ring des Nibelungen, en français L'Anneau des Nibelungen. Le manga sera aussi le premier à être publié sur internet, avant de sortir en version papier sous forme de volumes reliés. Il restera malheureusement inachevé car la 4e partie de l'œuvre n'a jamais été adaptée. Les 8 volumes sont parus en français, mais sont aujourd'hui relativement difficiles à dénicher, ou alors à des prix tout à fait prohibitifs. Et c'est là que je suis bien content de les avoir achetés dès leur sortie. D'autant qu'ils sont agrémentés de quelques histoires courtes dessinées par Matsumoto dans les années 70, comme L'Éternel Allegretto ou Herbert von Karajan. Oui, encore des références à la musique classique. En effet, je l'ai dit, le manga est adapté d'un opéra, en l'occurrence le Ring de Wagner, qu'on appelle aussi la tétralogie de Wagner, car c'est un opéra en 4 parties. Ou plutôt, je devrais dire que ce sont 4 opéras, car chacun dure facilement 3 heures. C'est une œuvre absolument gigantesque, signée du compositeur allemand Richard Wagner, et qui s'inspire des légendes de la mythologie germanique. Bon, je vous l'avoue,
je n'ai jamais écouté ou vu cet opéra parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'avoue, j'adore le classique, mais l'opéra, non, bof. N'empêche, le manga, enfin ses premiers chapitres, a été adapté en une série de 6 OAV sortis en 1999, que voici, et dans lesquels l'auteur a insisté pour que figurent certains des thèmes musicaux les plus connus de cet opéra. Et même si, comme moi, vous n'êtes pas amateur d'opéra, je suis sûr que vous connaissez tous au moins un de ces thèmes. On parie ? Regardez ce passage. Quoi de plus épique que la chevauchée des Valkyries pour une scène comme celle-là ? Non, sérieusement, faut avouer, ça en jette, non ? Et à présent, vous savez aussi d'où est tiré ce thème musical archi connu. Quant à l'idée d'adapter un opéra en space opéra, franchement, tout le génie de Matsumoto est pratiquement résumé ici. Avec le temps, Matsumoto Sensei se fait plus rare, mais il continue de publier, notamment Un nouveau voyage du Galaxy Express 999 ou encore Metal Legend, 2 séries mettant à nouveau en scène un de ses personnages phares, la mystérieuse Metal. Outre les mangas, le début des années 2000 voit la naissance de nouvelles séries d'OAV adaptées de son univers, et dans lesquelles on retrouvera encore et toujours les personnages de Harlock et Toshiro. C'est le cas de Gun Frontier qui sort en 2002 et qui est l'adaptation du manga paru 30 ans plus tôt, ainsi que de Endless Odyssey Outside Legend qui propose une nouvelle histoire autour de Harlock. Une autre série sortira quant à elle en 2001, proposant un scénario un peu différent puisque cette fois Harlock y fait figure d'adversaire et non de héros, il s'agit de Cosmo Warrior 0. Du coup, c'est une série que j'aime un peu moins car le personnage de Harlock apparaît peu, mais j'apprécie néanmoins le fait qu'il pilote le Death Shadow, qui a ici l'apparence du premier vaisseau Arcadia, celui de 1978, et pour lequel j'ai toujours eu une vraie préférence. En 2003 sort un film d'animation qui cette fois ne met pas en scène Harlock et les autres, mais dont le style visuel ne laisse aucune place au doute quant à la patte de Matsumoto, Interstellar 5555. Et si les images vous parlent, c'est parce que celui-ci a servi de support vidéo au groupe Daft Punk pour son album Discovery. Une vraie surprise à l'époque, vous pouvez me croire. Après ça, Matsumoto Leiji disparaît de plus en plus du devant de la scène. Bon, faut dire qu'il a déjà 70 ans. Il reçoit cependant des récompenses prestigieuses comme l'Ordre du Soleil Levant en 2010, et 2 ans plus tard, il est même fait chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Oui, c'est une récompense française, et c'est pas seulement parce qu'il est le créateur d'Albator, mais aussi parce que Matsumoto Sensei aura toute sa vie été un amoureux de la culture européenne, et de la France en particulier. Enfin, en 2013, sort sur les écrans de cinéma un film d'animation en CGI qui est une nouvelle adaptation des aventures de Harlock, mais aussi une véritable prouesse technique à ce moment-là. Personnellement, je m'estime chanceux d'avoir pu découvrir Albator à travers les premières adaptations, car j'ai pu suivre son évolution au fil des années. Et pourtant, il y a un tas de choses complètement dingues dont je n'avais pas idée pendant très longtemps concernant l'adaptation française des premières séries. Des choses que je vais à présent vous révéler. Lorsque la première série débarque en France en 1980, nul ne le sait encore, mais elle a déjà subi énormément de transformations avant sa diffusion, à commencer par son titre, évidemment, et le nom du personnage principal. En effet, on peut se demander quel rapport il y a entre Albator et Harlock. En vrai, aucun. Et notons au passage que les pays francophones sont les seuls à avoir eu droit à ce changement, puisqu'ailleurs, comme dans cette version italienne par exemple, le nom de Harlock a été conservé. Mais alors, pourquoi ce changement ? Et d'où vient ce nom d'Albator ? C'est lors de l'écriture du générique français que cette modification a eu lieu. L'auteur, Éric Chardin, trouvait que Captain Harlock, ça faisait trop penser au capitaine Haddock. Il a donc proposé de modifier le nom du héros en Albator. Un nom qui vient en réalité d'un mix entre l'albatros, ce grand oiseau marin,
et un joueur de rugby français du nom de Ballator. Mais alors ne me demandez pas quel est le rapport entre Harlock, le rugby et un albatros, je n'en sais rien. Toujours est-il que dans la foulée, les noms des autres personnages sont eux aussi, pour la plupart, francisés, comme c'était souvent le cas à l'époque d'ailleurs. Daiba Tadashi devient ainsi Ramis Valent, Keiyuki devient Nausicaa, etc. Les seules exceptions à la règle sont le Docteur Zero et, plus surprenant en revanche, le personnage de Toshiro, qui conserve son patronyme japonais dans la première série. En même temps, il n'apparaît que dans 2 épisodes flashback. Ce sera malheureusement plus le cas dans la seconde série où il sera rebaptisé Alfred. Du générique à la musique, il n'y a qu'un pas. Et disons-le franchement, le sujet de la bande originale d'Albator a de quoi échauffer les esprits. Car ce qu'ignorent tous ceux qui n'ont jamais eu le privilège de voir la série en VO, c'est que les musiques ont été intégralement changées pour la VF. Un peu comme celle de Dragon Ball Z aux États-Unis, si vous voyez ce à quoi je fais référence. Si dans la version japonaise les musiques sont signées du grand Yokoyama Seiji, celui-là même qui quelques années plus tard composera les magnifiques thèmes de Saint Seiya, en français, elles sont remplacées par des compositions de Didier Barbelivien. Oui, le même qui a pondu ça. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Alors, entendons-nous bien, je n'ai rien contre Barbelivien et ses chansons. Je reste même un grand amateur du style années 80 devant l'éternel. Mais là, j'avoue que non, décidément ça passe pas. Alors je parle du fait d'avoir remplacé les musiques originales. Les thèmes de Barbelivien ne sont pas particulièrement dégueulasses, à part celui de l'Ocarina qui est absolument insupportable. Mais on sent que le budget alloué devait pas être bien gros, vu les sonorités utilisées. En tout cas, ça change carrément l'ambiance. Et c'est un peu la raison invoquée pour justifier ce changement. Soi-disant que les thèmes originaux n'étaient, je cite, pas adaptés pour le marché français. Ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas dit ça pour les musiques de Saint Seiya. Mon avis perso, c'est surtout que les musiques originales donnaient à la série une tonalité plus sombre, plus sinistre, plus mélancolique aussi par moments. Et ça devait pas trop plaire aux adaptateurs de l'époque qui ont pu trouver que c'était pas l'idéal dans une série destinée aux enfants. Alors bon, ça c'est un débat épineux sur lequel on reviendra probablement un jour dans une autre vidéo parce que c'est valable pour la quasi-totalité des animés japonais diffusés dans les années 80. Mais pour finir sur les musiques, je trouve néanmoins assez cocasse que dans les thèmes signés Barbelivien, il y en a un qui est clairement inspiré, pour ne pas dire plagié, d'un des thèmes de Yokoyama. Réinterprété à la sauce Barbelivien évidemment, mais c'est clairement le même. Si vous avez un jour l'occasion de voir la série dans les 2 versions, je vous invite à le chercher, c'est presque un easter egg. Concernant l'adaptation française, impossible non plus de ne pas évoquer la censure. Si elle n'est que peu présente tout au long de la série, il faut attendre l'épisode 24 pour trouver une première coupure, elle s'intensifiera vers la fin, notamment sur les épisodes 37 et 39. Mais ces dernières coupes auront une conséquence pour le moins inattendue. Jugeant que les épisodes devenaient trop violents pour un public très jeune, les 3 derniers épisodes de la série, qui en comptent 42, ne seront tout simplement pas doublés en français, et donc pas diffusés. Du moins à l'époque. Et concernant les coupures que j'ai évoquées dans la série, le doublage avait bien été fait. La série a d'ailleurs été diffusée sans coupure au Québec, 1 an avant la diffusion en France. Malheureusement, cette version a depuis été perdue. Il n'empêche que lors de ces différentes diffusions dans les années 80, la série n'avait donc pas de véritable fin. Jusqu'à un soir de Noël, bien des années plus tard, le 24 décembre 1999 exactement, où cette émission fit son apparition sur France 3. Une émission pratiquement unique et dans laquelle étaient diffusés quelques épisodes d'animé et parmi eux, l'épisode 40 d'Albator, enfin doublé en français avec les musiques originales. Vous dire que j'étais scotché à ma télé ce soir-là, ce serait presque en dessous de la vérité. Non, j'étais littéralement aspiré à l'intérieur, ouais. Un scénario qui s'est répété 3 années de suite, parce que croyez-le ou non, les 2 autres épisodes ont été diffusés de la même manière les 2 Noëls suivants. 1 an de patience entre chaque épisode, je sais pas si vous imaginez. Seul bémol, et non des moindres, j'ai dit que les musiques originales avaient été conservées. Oui. Malheureusement, elles ont aussi été agrémentées d'un thème supplémentaire, Made in France,
Une espèce d'horrible remix techno absolument insupportable et qui, par-dessus le marché, remplacera la magnifique chanson qui clôt la série en version originale dans l'épisode 42. Comme quoi, niveau adaptation, décidément, on est incorrigible. Et on a trouvé le moyen de faire encore pire avec une autre œuvre mettant en scène le pirate de l'espace. Devant le succès de la première série, la Toei Animation encourage Matsumoto Leiji à produire un nouvel animé, non adapté d'un manga cette fois-ci. Ce sera Mugen Kido SSX, une série qui débute au Japon en 1982 et qui sera diffusée chez nous 2 ans plus tard sous le titre ô combien original d'Albator 84. Cette série fait en réalité suite à un film long métrage sorti au cinéma au Japon, dont on a déjà un peu parlé, Waga Seishun no Arcadia, adapté d'un ancien manga de l'auteur. Mais si le film est un succès, la série, elle, ne comportera au final que 22 épisodes, faute d'audience suffisante. Du côté de l'adaptation française, cette fois, aucune censure ni modification des musiques originales, signé Shunsuke Kikuchi, le compositeur des musiques de Goldorak, mais surtout de Dragon Ball. En revanche, le film sera lui aussi adapté en France. Et là, ce sera un véritable jeu de massacre. Déjà, à l'origine, le film n'est pas présenté comme tel, mais diffusé sous forme d'épisodes, comme une série télé. 5 épisodes exactement. Qui plus est, il est diffusé pour la première fois à la suite de la série de 84, alors qu'il constitue en réalité l'introduction de celle-ci. Erreur qui sera heureusement réparée lors des rediffusions. En revanche, niveau censure, alors là, c'est un festival. Et vous allez voir que cette censure est particulièrement sournoise en plus. Dès l'introduction, on peut deviner dans les dialogues que les adaptateurs n'ont rien compris au scénario. Le film s'ouvre en effet sur une scène montrant un lointain ancêtre de Harlock, le fameux Phantom F Harlock, présenté dans la VF comme le père du héros. Je vous accorde que c'est un détail, on peut pas vraiment parler de censure ici. Mais ça annonce la couleur pour la suite. Ensuite, évidemment, tout le générique du film est coupé, sans doute pour ne pas montrer les noms japonais à l'écran, même si en arrière-plan, il se passe quand même des choses. Alors pour le reste, attention, car je vais devoir spoiler un peu. Si vous n'avez jamais vu le film et que vous souhaitez le découvrir, vous avez ma bénédiction pour zapper ce qui suit et y revenir plus tard, évidemment. Je vous mets le timecode pour reprendre la suite de la vidéo après le spoil. C'est bon ? Ok. Contrairement aux censures qu'on a pu rencontrer dans d'autres séries, notamment Albator 78, ici ce n'est pas le sang ou la violence qui sera censuré. J'en veux pour preuve la scène où l'on découvre comment Harlock a perdu son œil droit, relativement sanglante, mais laissée telle quelle lors de la diffusion télé. Non, la censure de ce film est plus... comment dire ? J'ai presque envie d'employer le terme politiquement correct, afin de ne pas déclencher un scandale dans l'Hexagone. On l'a un peu évoqué dans ce qui précède déjà, Harlock est un personnage aux origines germaniques. On a déjà pu voir que Matsumoto Leiji était passionné de culture allemande et européenne en général. D'ailleurs, l'Arcadia à laquelle il ne cesse de faire référence désigne le paradis terrestre de l'Antiquité grecque, notion très en vogue aussi à la Renaissance. Et dans ce film, elle est représentée par la région allemande d'Heiligenstadt, qui serait le berceau de la famille Harlock. Mais tout ça a été entièrement escamoté dans la VF. Pourquoi ? Eh bien vous allez voir. L'un des passages du film est un gros flashback montrant la première rencontre des ancêtres de Harlock et Toshiro durant la Seconde Guerre mondiale. Le premier est un pilote de chasse de la Luftwaffe, le second un ingénieur japonais en aéronautique. Vous le sentez arriver, le gros malaise là ? On est dans les années 80. Le souvenir de la dernière guerre est encore très vivace. Alors, un héros de dessin animé qui se révèle être du côté de l'Allemagne, forcément ça la fout mal. Pour les connaisseurs, rappelez-vous par exemple la censure dans Kinnikuman. Et peu importe que Harlock, comme Toshiro d'ailleurs, et surtout comme Matsumoto Leiji lui-même, soient en réalité des pacifistes enrôlés dans cette guerre contre leur gré. Alors, non, bien sûr, Matsumoto n'a jamais fait la guerre, il n'avait que 3 ans quand celle-ci a éclaté au Japon. Mais il a connu les bombardements, et il a vu son père en revenir vivant, et presque honteux de l'être en plus. Et celui-ci, son père, n'a jamais pu se résoudre à oublier le fait que de l'autre côté de sa mitrailleuse, il était aussi pilote de chasse, se trouvaient des hommes qui avaient eux aussi une famille. Et ça a marqué à vie Matsumoto Sensei. Alors, imaginez que ces personnages puissent être, comme les adaptateurs français ont semblé le croire, des nazis convaincus, ça n'a aucun putain de sens. Toujours est-il que durant ce flashback, de nombreux passages ont été coupés. Des passages où l'on voit notamment Harlock piloter un avion arborant la croix de fer, ainsi que la croix gammée. Une censure qui se retrouve jusque dans les dialogues, puisque la VF va jusqu'à modifier sa nationalité.
Elle lui fait dire en effet que l'avion a été volé à l'ennemi, par exemple. Et lorsqu'il tente de passer en Suisse, poursuivi par la résistance qui le traite, je cite, d'enfoiré de l'Axe dans la VO, ces dialogues n'existent tout simplement pas en VF. Bon, l'Axe, pour ceux qui ne se souviendraient plus de leur cours d'histoire, c'est sous-entendu les forces de l'Axe, autrement dit l'Allemagne, l'Italie et le Japon de l'époque. Et juste avant cette scène, Harlock se remémore notamment le pays de ses ancêtres, Heiligenstadt, dont on parlait il y a quelques instants, sur une musique particulièrement belle et mélancolique. Et ben, tout ce passage ne comporte non seulement aucun dialogue en VF, mais en prime, on lui a accolé comme thème musical le générique français d'Albator 84. Ou comment casser l'ambiance en beauté. Quoi qu'il en soit, vous voyez, les débuts d'Albator en France ont été plutôt compliqués. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et ces séries sont devenues cultes malgré les défauts de leur VF. En tout cas, maintenant, si vous revoyez ces séries et ce film, eh ben vous connaissez à peu près tous les secrets qu'elles recèlent, et vous pouvez constater qu'il y en avait quand même quelques-uns. Au fil des années, de série en série, Matsumoto Reiji a ainsi conservé ses personnages fétiches, les faisant vivre diverses aventures dans différents contextes, comme autant de mondes parallèles dans lesquels il les fera évoluer. Une idée brillante qui rend plus passionnant encore son univers, au point que celui-ci a finalement été baptisé le Reijiverse. C'est ainsi que l'on retrouve régulièrement les personnages de Harlock bien sûr, mais aussi Toshiro, Emeraldas, Tetsuro, Metal et les autres, tantôt personnages principaux, tantôt guest stars, mais toujours avec leur personnalité propre. L'œuvre de Matsumoto, c'est aussi un message fort véhiculé par tous ces personnages. Un message qui nous dit d'être et de rester libre, quoi qu'il arrive, et de ne jamais cesser de croire en ses rêves, de se battre pour ce en quoi nous croyons. C'est ça, avant tout, le côté pirate de Harlock. Non pas un idéal de vulgaire voleur, car si Harlock et les autres sont des hors-la-loi, c'est dans un seul but, rester libre. Ils refusent l'asservissement et l'oisiveté dans lesquels se complaisent la plupart de leurs contemporains. Ils sillonnent l'espace à la recherche d'un monde idéal où ils pourront jouir pleinement de cette liberté qui leur est si chère, un idéal symbolisé par un seul nom, l'Arcadia. Et c'est ça que j'ai toujours adoré dans le monde de Matsumoto Sensei et chez ses personnages. Cette force de conviction inébranlable quoi qu'il advienne, cet idéal de liberté où tous les rêves sont permis. Matsumoto Reiji a expliqué un jour la raison pour laquelle il arborait toujours un calot orné d'une tête de mort avec la phrase suivante : « Cela signifie que jusqu'à ma mort, même devenu squelette, je continuerai à me battre pour mes objectifs. C'est un symbole de liberté. » Si je devais résumer Matsumoto Sensei en une seule phrase, je pense que je choisirais celle-ci. On pourrait en faire le mot de la fin de cette vidéo, mais une fois n'est pas coutume, j'ai envie qu'on se quitte en musique. Et tant pis si la vidéo est claim à cause de ça, j'espère juste que YouTube ne va pas striker la chaîne pour si peu. Si jamais je devais recevoir un avertissement, je serais obligé de couper le passage en question, aussi j'espère que ça n'arrivera pas. Je vous propose donc qu'on se quitte sur cette chanson qui constitue le générique de fin du film Wagaseishu no Arcadia, avec les dernières images du film, en se disant qu'à présent, Matsumoto Sensei a rejoint Harlock et Emeraldas aux confins de l'océan d'étoiles. Cette belle expression qu'il a si souvent utilisée. Sayonara Matsumoto-san. Soshite arigatou. 我が青春のアルカディア号発進クイーンエメラルダス号発進前だけを見つめて俺は
と引き換え増える傷跡焼けつく痛みも生きる印だ愛に